Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les Phéniciens et puis les Romains vont pas très loin finalement dans les terres. Ils sont, on peut dire aujourd'hui que si on regardait les cartes, assez proches de la mer. Oui, il reste dans tout ce qui est terre fertile, terre où on peut avoir des rendements du reste, des plaines à blé par exemple, en proconsulaire ou du côté de Constantine, ont des rendements énormes. Donc, et puis, il y a aussi les oliviers par exemple. Oui. On se rend compte aujourd'hui que la culture de l'olivier a pu se faire, y compris dans les Aurès, à une altitude relativement importante et dans des zones recevant moins de 300 mm d'eau par an. Donc ça voulait dire une gestion des précipitations d'une précision, d'une connaissance absolument incroyable pour une production qu'on l'on sait aussi considérable ne serait-ce qu'alors le blé, on en parlait, l'olive, la vigne aussi, tout ça alors sur un substrat aussi carthaginois. N'oublions pas que le grand agronome carthaginois Magon, qui est celui qui va être rapidement traduit par les Romains, est celui qui explique justement comment bien faire cultiver les oliviers, avoir telle culture fruitière, etc. Non, on a une imbrication dans ce domaine de l'agriculture des restes ou des vestiges carthaginois, des pratiques qui vont s'entremêler avec celles de Rome et faire de ces pays quelque chose d'assez étonnant, y compris en termes de population. On estime aujourd'hui que la population à l'époque romaine de l'Afrique du Nord, donc essentiellement Algérie et Tunisie d'aujourd'hui, peut avoir été autour de 8 millions d'habitants. Ah ouais. 7 à 8 millions d'habitants, c'est-à-dire à peu près la même population qu'au début du 19e siècle. Un peu comme on estime la population de la Gaule romaine autour de 20 millions, ce qu'elle réatteindra bien plus tard. Et des siècles. Louis XIV. Oui, c'est ça. Notamment les 20 millions de Français. Les fameux 20 millions de Français, effectivement. J'ai perdu la question. Ah, c'est ça. Les Aurès, qu'est-ce que c'est ? C'est les montagnes ? Alors, les Aurès, c'est les montagnes, mais du côté de l'Est. Quoi. D'accord. Les Aurès font partie de ces zones montagneuses, un peu comme la Kabylie, par exemple, où justement l'olivier et un certain nombre d'autres cultures ont pu se développer. Et le relief faisant aussi que c'était des zones où l'on pouvait se réfugier ou résister en cas d'invasion, ce qui a été le cas plusieurs fois. À ce moment-là, le Sahara, c'est déjà du sable, on est d'accord ? Alors, c'est progressivement du sable. Le Sahara commence le processus dans lequel il est encore aujourd'hui vers 3000, 3500 avant notre ère. Où là, le déficit de précipitation fait que tout ce qui est élevage va ne plus être rendu possible dans les plaines. Alors les populations vont aller vers les quelques massifs, comme le Hogar, par exemple, ou le Tassili, ou alors partir beaucoup plus au sud, vers le Niger. Et c'est un phénomène assez progressif, mais qui n'a pas arrêté depuis 5000 ans. Une partie de la population a pu quand même rester sur place par la double révolution, pourrait-on dire, du palmier dattier et du dromadaire, qui a permis à des populations résiduelles, la plupart du temps, de passer à une autre économie. Mais c'est vrai que alors le Sahara, ça n'a jamais été la Normandie, il ne faut pas exagérer, mais il faut imaginer quand même, pendant quelques milliers d'années, une savane assez riche, qui a sans doute même un moment, alors favorable à l'élevage, mais aussi sans doute permis quelques premiers processus d'agriculture. D'accord. Ça se sait peu d'ailleurs aujourd'hui, le Sahara est en train de reverdir. La nature reprend ses droits avec l'augmentation du CO2. En fait, il y a de plus en plus d'herbage. C'est assez marrant.
Alors, sur les côtés, on va se détendre. Moi, j'ai vu ça une fois dans le Hogar, après des pluies. Tout d'un coup, vous voyez ce massif devenir vert pour quelques jours. C'est très étonnant parce que il suffit de précipitations et d'eau pour que la végétation reprenne véritablement. Alors, dans des conditions parfois difficiles parce que les oueds sont en crue, mais c'est pas impossible qu'on assiste à de nouveaux changements périphériques sur le Sahara. Oui, c'est amusant, effectivement. On parlait tout à l'heure des restes humanoïdes, etc. Il y a des fresques aussi, il y a des dessins aussi sur des murs. Ah, alors l'art pariétal... On remonte encore un petit peu, oui, pardon. Là, oui, à peine plus loin que les débuts de déficit de précipitation et d'assèchement du Sahara, vers, disons, 5000, disons, une période entre 6000 et 3000, donc la période de déficit de précipitation, vous avez un art pariétal tout à fait exceptionnel dans le Sahara algérien, beaucoup aussi en Libye, et ça va jusqu'au Tchad. Là, vous avez des ensembles avec des gravures, bien sûr, et puis des peintures tout à fait exceptionnelles, alors qui dévoilent toute la faune de l'époque, mais qui nous montrent aussi des guerriers avec les lances, mais qui nous montrent aussi des pasteurs, des troupeaux, des combats. Vous évoquiez en tout début d'émission des chars. Effectivement, on a des représentations de quadriges. Non pas qu'on traversait le Sahara en quadrige, mais des petits chefs locaux avaient certainement vu des quadriges au nord. Donc c'est pour ça que nous sommes déjà... On parle de préhistoire pour le Sahara, mais enfin, nous sommes déjà quand même dans l'histoire. Et évidemment, mais... Tout le monde a une préhistoire différente, en fait. Oui, finalement, on ne devrait jamais parler que d'histoire. La préhistoire, disons que c'est l'écriture. Le reste du 19e de lier l'histoire à l'écriture. C'est vrai, c'est pas faux. Évidemment, les pasteurs et les peintres et les graveurs du Sahara appartiennent à l'histoire. Oui, quelque part, c'est une écriture aussi, effectivement. Les Romains changent les habitudes. Alors évidemment, on se doute bien qu'il y a un changement d'habitude, bien sûr, dans la vie de tous les jours, mais par exemple, dans les rites funéraires, dans ce genre de choses. On enterre ses morts avant l'arrivée de ces civilisations-là ? Oui, on enterre ses morts. Non, il y a des évolutions, effectivement, sur les rites funéraires. Il va y avoir, comme d'habitude chez les Romains, un respect des cultes précédents ou des syncrétismes. Alors, on va pas s'apesantir, mais par exemple, pour tout ce qui est la proconsulaire, comme on le disait, et puis la Numidie et la Mauritanie, il y a le culte de ce qu'on appelle le Saturne africain, qui est à la fois une synthèse avec les dieux romains et ceux des Carthaginois. Donc ça a été dans tout l'Empire romain le génie de ce dernier, de garder les traces anciennes, de les respecter, dans la mesure où il y avait un minimum de culte rendu à l'empereur. Donc non, les Romains vont dans cette région, dans ces régions comme ailleurs, vont parfaitement digérer ce qu'ils trouvent, le développer, et ne vont pas coloniser au sens où on l'entend au 19e. Il y a peu de migration de population italienne en Afrique du Nord romaine. Il y a quelques soldats. Il y a des vétérans en général. Oui, des vétérans, mais par exemple, il n'y a qu'une seule légion, qu'on appelait la 3e légion Augusta, qui est dans le sud de l'Algérie, à Lambèze en l'occurrence, à côté de Batna, qui est chargée de garder cet ensemble, de le protéger de pillards éventuellement venant du sud. Mais quand on pense qu'il s'agit d'une seule légion pour garder cette région à peu près calme, ce qu'elle va faire pendant quelques siècles, donne aussi la mesure d'une économie qui a profité à beaucoup de gens. Évidemment pas à la population servile, ou dans une moindre mesure, mais on voit bien aujourd'hui aussi par l'archéologie, par le nombre de cités qu'il y avait dans toute cette partie du monde, le cadastre, la manière dont les champs sont cultivés entre grandes propriétés et petits propriétaires. Il y a par exemple une loi d'Adrien qui va s'appliquer à l'Afrique du Nord, qui précise qu'un terrain défriché
peut, au bout d'un certain temps, devenir propriété de celui qui l'a défriché. Donc, sur une population relativement nombreuse, vous aviez la possibilité de vivre, de vous établir. Ça encourage, en fait. Oui, c'est. Et il y a par exemple un document très, très extraordinaire qu'on appelle d'un laboureur de Mactar. Mactar, c'est une ville c'est un site aujourd'hui entre l'Algérie et la Tunisie. Et ce moissonneur explique comment, par son travail, par le fait d'avoir fauché pendant l'été, d'avoir dirigé des équipes, est devenu propriétaire de champs, a construit une ferme, est devenu aussi un notable dans la cité, a eu des enfants, etc. C'est en quelque sorte la stèle qu'il établit à lui-même, on voit une sorte de processus d'ascension sociale, de méritocratie républicaine, en l'occurrence celle de l'Empire romain, mais qui donne une idée quand même d'une économie exceptionnelle, et puis d'une économie administrée, si on est propriétaire, c'est qu'il y a une forme de cadastre qui montre qu'on est propriétaire, et il y a eu véritablement un dynamisme, une apogée de civilisation romaine qui va ensuite être du reste utilisée au moment de la colonisation française, mais là c'est de notre histoire. Absolument. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.